Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Murmure. Après 6 épisodes où les tensions se sont tissées dans l'ombre, on entre aujourd'hui dans un moment charnière, l'épisode 7 de Game of Thrones. Ici, pas de résumé, chaque mot, chaque silence, chaque décision est analysée pour comprendre ce que la série révèle, enfin au grand jour, le pouvoir qui se fracture et la vérité qui commence à coûter cher. Si cette lecture vous parle, pensez à liker, à laisser votre avis en commentaire et à vous abonner pour la suite de l'analyse. L'épisode s'ouvre dans un camp Lannister. Le bruit des marteaux, l'odeur du cuir, des soldats en mouvement. Et, au centre, une table. Sur cette table repose un cerf-mort que Tywin découpe méthodiquement. Ce n'est pas un détail. Dans l'épisode 1, un cerf gisant annonçait la chute des Baratheons. Ici, le lion dépaisse lui-même la bête. La métaphore n'a jamais été aussi directe. Le pouvoir change de main. Jaime arrive en armure, debout, fier, pas blessé. Il raconte son affrontement avec Ned Stark. Mais Tywin n'écoute pas le récit d'un héros. Il relève seulement une erreur stratégique. Tu as été stupide. Pas un mot d'admiration, pas un mot sur son courage. Parce que Jaime n'a rien gagné. Il n'a fait que provoquer une guerre avant que la maison Lannister soit prête. Tywin parla ensuite de ses troupes. 30 000 hommes, la moitié de sa force. Il en parle avec la froideur d'un comptable. Pour lui, une armée n'est pas une vie humaine. C'est un outil politique. Puis, il évoque Tyrion, capturé par Catelyn Stark, et pose la question essentielle. Pourquoi est-il encore en vie ? Parce qu'un Lannister ne doit jamais être humilié sans riposte. Parce qu'une dette doit toujours être payée. Parce que la famille n'est pas un lien sentimental, c'est une machine. Enfin, Tywin regarde son fils. Il ne voit pas un guerrier, il voit un héritier qui n'a pas compris son rôle. Il pose sa main sur sa nuque, l'oblige à soutenir son regard et lui dit « Tu dois devenir l'homme que tu es censé être, et c'est maintenant. » Jaime baisse légèrement les yeux. Le régicide, l'homme qui a tué un roi, semble soudain bien petit devant le vrai pouvoir. Le cerf sur la table n'est plus un animal, c'est une prophétie. Baratheon tombe, Lannister avance. Dans un jardin calme, presque hors du temps, Cersei rejoint Ned. Pour une fois, elle n'est pas agressive. Elle n'en a plus besoin. Elle sait que Ned a compris. Il expose la vérité, elle et Jaime. Leurs enfants illégitimes. Le meurtre de Jon Arryn. Cersei ne nie rien. Elle raconte. Elle explique qu'elle a essayé d'aimer Robert. Qu'elle a voulu y croire. Puis, un soir, ivre, il l'a appelée Lyanna, la femme qu'il aimait vraiment, celle qui a hanté leur mariage. Alors elle a cessé de jouer le rôle de la reine et a choisi celui du pouvoir. Ned lui conseille de fuir avant le retour de Robert. Il pense encore que la vérité peut éviter un drame. Cersei lui donne la seule réponse possible dans ce monde. Quand on joue au jeu des trônes, soit on gagne, soit on meurt. Ned vient de perdre et il ne le sait pas encore. Changement d'ambiance. La maison close de Littlefinger. À première vue, une leçon donnée à 2 prostituées. En réalité, une déclaration philosophique. Il explique comment manipuler les désirs, comment comprendre les hommes,
comment les tenir par ce qu'il croit vouloir. Puis, il parle de son passé, de Caitlyn, de la lignée Stark, qu'il a admiré toute sa vie, du duel perdu contre Brandon Stark, de son sang versé pour un amour qui ne sera jamais le sien. C'est ici que tout s'éclaire. Littlefinger n'est pas un ambitieux, il est revanchard. Il a compris qu'avec les règles des Stark, il ne gagnera jamais. Alors il jouera avec les siennes. Je veux tout. Ce monologue est plus qu'un souvenir, c'est le point de départ de sa trahison. C'est ici, dans cette pièce, que le destin de Ned se scelle. Retour au donjon rouge. Robert a été mortellement blessé par un sanglier. Le roi guerrier meurt comme un chasseur ivre. C'est tragique, c'est cohérent, c'est Robert. Il demande à Ned d'écrire ses dernières volontés. Il lui confie la régence jusqu'à la majorité de son fils. Ned hésite à dire la vérité. Il ne le fait pas. Par loyauté, par pudeur, par faiblesse aussi. Il remplace Joffrey par l'héritier légitime. Un seul mot qui va tout faire basculer. Avant de mourir, Robert revient sur l'ordre d'exécuter Daenerys et reconnaît que Ned avait raison. Une victoire morale dérisoire, alors que tout le reste est en train de s'écrouler. Ned quitte la pièce, écrasé par la responsabilité, et Cersei, dans un coin, observe. Elle n'a rien eu à faire pour gagner. Il lui suffisait d'attendre que les hommes se détruisent entre eux. Renly arrive, nerveux, pressé, lucide. Il dit à Ned l'évidence. Il faut agir avant Cersei, prendre le contrôle. Séparer Joffrey d'elle, imposer la force. Mais Ned refuse. Déshonorer la mémoire de Robert, s'allier au plus jeune, alors que l'aîné existe, impossible pour lui. Renly comprend. Ned ne survivra pas, alors il part. Et ce geste lui sauvera la vie. Ned écrit à Stannis. Il choisit la loi, la légitimité, l'honneur. Littlefinger entre, le sourire accroché comme une lame. Il propose l'autre voie. Garder Joffrey. Contrôler les Lannister et tirer les ficelles. Ned refuse encore. Il refuse toujours. Alors Littlefinger comprend qu'il ne pourra pas manipuler la main. Il ne lui reste plus qu'à l'éliminer. Robert est mort. Le trône doit être repris. Joffrey s'assoit déjà dessus. Ned arrive avec la lettre du roi, le sceau officiel, la loi. Cersei la prend, la déchire. La loi tombe avec le papier. Ned ordonne l'arrestation de la reine. Il croit encore contrôler la garde de la ville. Il croit encore que Littlefinger l'appuie. Puis, les larmes sortent. Et les hommes du guet tuent ses soldats. Littlefinger s'approche, pose une dague sous sa gorge et murmure. Je t'avais prévenu. Il ne faut jamais me faire confiance. La main du roi ne tremble plus. Elle tombe. Dans une salle sombre de Winterfell, la prisonnière sauvageonne amène du bois pour le feu. Theon Greyjoy entre, sûr de lui, avec cette arrogance naturelle qu'il porte comme une armure. Il parle des îles de fer, de ce que eux auraient fait d'une prisonnière. Elle ne connaît même pas son peuple, et c'est là que tout bascule. Elle lui demande « Et toi, tu es qui au juste ?» Théon exige qu'elle dise « Croyez-moi, messire », mais elle ne s'exécute pas, parce qu'elle a parfaitement compris ce que Théon refuse d'admettre. Il n'est pas un seigneur, il n'est pas un héritier. Il n'est qu'un otage bien habillé.
Le maître Louin arrive et, en une phrase, remet Théon à sa place. Osha n'est pas une prisonnière, c'est une invitée. Une survivante de la Terre du Nord. Théon sort, vexé, démasqué. Et dans ses yeux, pour la première fois, on voit une fissure. L'ego qui se brise quand la réalité frappe. Osha parle alors de ce qui l'a poussé à fuir. Des choses qui rôdent, des choses qui ne dorment plus, des choses que le Nord a oubliées. Ce n'est pas une superstition, c'est un avertissement. Pendant que les Lannister jouent au pouvoir à Port-Réal, au Nord, quelque chose d'ancien commence à bouger. Le vent souffle sur le mur, le froid mord. Jon et Sam regardent l'horizon. Et quelque chose approche. Un cheval, sans cavalier. C'est la monture de Benjen Stark. Jon comprend immédiatement ce que cela signifie. Son oncle ne reviendra peut-être pas. Et tout son imaginaire d'enfant, le héros, le ranger, le protecteur, s'effondre en une seconde. Le mur ne raconte pas d'histoire, il ne ment pas, il montre. Et ce qu'il montre aujourd'hui, c'est la mort. Les nouvelles recrues s'apprêtent à prêter serment. Pas devant une foule, pas devant un roi, mais devant la glace, la nuit. Et l'inconnu qui attend derrière le mur. Samwell est enthousiaste, il intègre l'intendance. Pour la première fois, il se sent utile. Jon, lui, est furieux. On lui refuse la place de patrouilleur. On lui retire ce qu'il croyait avoir mérité. Mais le maître Aemon lui lit sa nouvelle affectation. Il sera l'intendant du Lord, commandant Mormont. Il ne comprend pas, il croit être puni. Sam, pourtant, voit la vérité. Jon n'est pas rétrogradé, il est formé, préparé, positionné. On ne prépare pas un guerrier, on forme un commandant. Sam lui dit ce que Jon refuse de voir. Quelqu'un a vu en lui un avenir plus grand que la garde. Un avenir qui demande sagesse, patience et sacrifice. Et pourtant, Jon bouillonne. Parce qu'à cet âge-là, l'honneur ressemble souvent à une injonction à prouver sa valeur, plutôt qu'à une responsabilité. Jon demande à prêter serment devant un arbre-cœur, comme son oncle avant lui, comme un Stark. Ce n'est pas un caprice, c'est une confession silencieuse. Il veut appartenir quelque part. Il veut dire « je suis de cette famille », même si cette famille ne l'a jamais complètement accepté. Jon, Sam et quelques frères franchissent le mur. Ils arrivent dans la forêt. L'air est lourd, le silence total. Jon récite les mots. Des mots vieux comme le royaume. Des mots qui lient un homme au froid, à la mort, à l'espoir que son sacrifice serve un jour à quelqu'un. C'est un moment pur, un moment vrai, l'un des derniers avant la suite. Alors que Jon termine son serment, Fantôme surgit de l'ombre. Il ne grogne pas, il ne court pas, il apporte quelque chose dans sa gueule. Une main d'homme, noircie, gelée, arrachée. Les morts ne disparaissent pas, ils reviennent. Les histoires des sauvageons, les murmures de la longue nuit, les choses qui ne dorment plus. Tout ce que le Sud considère comme des contes, le Nord vient de les déposer aux pieds de Jon Snow. Ce n'est pas une légende, c'est une preuve. Et l'honneur, dans un monde où les morts marchent, n'est plus une vertu. C'est un risque. Dans tout cet arc, les personnages apprennent la même leçon. L'honneur ne protège pas, la vérité ne rassure pas.
le Nord ne pardonne rien. Théon est écrasé par la vérité de sa condition. Jon est confronté à la vérité de son rôle. Et la main morte révèle la vérité du monde. Ce n'est plus un royaume en guerre, c'est un royaume en sursis. Dans une lumière chaude et tremblante, Drogo parle du monde. Pour lui, la mer est une frontière, un cimetière de chevaux, un endroit où les Dothraki ne vont pas. Il dit n'avoir besoin que d'un cheval et d'un horizon sans fin. Un trône, un royaume, des murs, non. Ce ne sont pas des choses pour un Khal. Daenerys écoute sans baisser les yeux. Elle ose lui dire que leur fils, l'étalon qui doit monter le monde, est destiné à régner sur tout ce qui existe. Que l'autre côté de la mer n'est pas une fin, mais un commencement. Il y a entre eux une égalité rare, une confiance, un respect. Et déjà, on sent que c'est leur union qui changera le monde, pas leurs armes. Mais Drogo ne se convainc pas si facilement. Son trône est en selle, pas sur une mer qu'il méprise. Daenerys plante une idée, et elle attend qu'elle germe. Le Khalasar traverse un marché des sauces. Daenerys s'émerveille. Drogo avance, sûr de lui. Et Jorah observe. Il ne cesse jamais d'observer. Un enfant approche, il lui tend un message. Un parchemin royal. Une grâce signée du roi Robert. La liberté, le retour chez lui, la fin de l'exil. Il ne manque à Jorah qu'une seule chose pour l'obtenir. Laisser Daenerys mourir. Mais il ne peut plus. Il a choisi son camp avant même de s'en rendre compte. La musique de la scène ne dit rien. Le montage non plus. Mais son regard, lui, est celui d'un homme qui vient de renoncer à un passé pour protéger un futur. Daenerys s'arrête devant un marchand de vin. Il est trop poli, trop souriant, trop empressé. Il apprend qui elle est, et soudain, son vin spécial pour les rois sort de nulle part. Jorah est là, à quelques mètres. Il ne dit rien. Il observe. Il laisse la scène se dérouler comme s'il attendait un point de rupture. Il s'approche seulement lorsque le doute est devenu une certitude. Il renifle le vin, observe la main du marchand, sa respiration, sa peur, et impose la seule épreuve qui révèle un poison. Servez-vous. Le marchand hésite, recule, s'enfuit. Il est rattrapé, plaqué au sol. Et Daenerys comprend qu'elle vient de survivre à une sentence signée par un roi qui ne l'a jamais vue. Drogo arrive dans une tempête de cris. Il voit Daenerys. Il voit l'homme qui a tenté de la tuer. Et c'est fini. Jorah reçoit en remerciement n'importe quel cheval. Le plus grand honneur qu'un Dothraki puisse offrir. Puis, quelque chose change dans l'air. Drogo ne parle plus comme un chef de guerre, il parle comme un futur conquérant. Il promet de traverser la mer, de déchirer les maisons de Westeros, d'apporter le fer, le feu et la peur, et d'offrir à son fils le trône des hommes qu'il méprise. Ses guerriers l'acclament. Daenerys regarde Drogo avec des yeux qui comprennent. Elle n'a plus seulement un époux, elle a une armée, un destin, une guerre. Le Khalasar quitte la ville dans un nuage de poussière. Les chevaux hennissent, les lances s'élèvent, les tambours résonnent. Derrière eux, traîné comme un trophée, l'homme qui a tenté d'empoisonner Daenerys. Symboliquement, c'est le premier tribut de Westeros, offert au futur que Drogo vient d'accepter. La guerre n'a pas encore commencé, mais elle marche déjà à leur côté. Officiellement, l'attentat vient de Westeros, un ordre de Robert, un marchand recruté pour tuer une princesse en exil.
Mais la scène, elle, raconte autre chose. Jorah voit l'enfant approcher, il voit le marchand hésiter. Il regarde Daenerys avec une intention presque calculée. Et il n'intervient qu'au dernier moment. Juste assez tard pour que Daenerys comprenne qu'on la veut morte. Et juste assez tôt pour sauver sa vie. Drogo explose de colère, et ce choc, ce frisson, ce danger, fait germer en lui l'idée que Daenerys avait plantée plus tôt. Alors oui, c'est un meurtre orchestré par le trône, mais l'attentat aurait-il eu le même impact si Jorah avait agi plus tôt, plus vite, plus froidement? Ou a-t-il laissé le destin se tendre, juste assez pour qu'il devienne une révélation? Ce jour-là, Daenerys obtient son armée, Drogo obtient son ennemi, et Jorah renonce au pardon royal pour servir la seule reine qu'il a jamais choisie. La guerre ne naît pas du poison, elle naît de la seconde où Jorah se tait. Dans cet épisode, tout bascule. À Port-Réal, l'honneur de Ned s'effondre sous le poids du pouvoir. Au nord, la garde comprend que les morts ne disparaissent jamais. Et, loin de là, un attentat manqué transforme une Khaleesi hésitante en menace pour tout un royaume. 3 lieux, 3 vérités, un seul message. Le jeu des trônes ne pardonne rien. Et ceux qui refusent d'y jouer sont les premiers à tomber.